Ok, on dirait que les entrées se mettent un petit peu en pause. On va démarrer. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes extrêmement nombreux, c'est génial. On est vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire d'état sauvage sur le thème du coup des limites planétaires et de l'avenir qu'on peut imaginer pour l'humanité. Alors, on vous rassure, le but, c'est pas qu'on vous gâche la soirée ni la semaine. Ça va bien se passer. On va passer un bon moment tous ensemble. Ce qu'on voulait vraiment ce soir avec ce webinaire, c'était arriver à vous vulgariser, puis à rendre accessible et compréhensible pour tous, alors quel que soit votre domaine d'activité, vos centres d'intérêt, ce modèle des limites planétaires qui est assez récent, il a une dizaine d'années, et c'est un modèle scientifique qui propose vraiment une vue complète des limites de la planète, de où on en est aussi aujourd'hui, selon différents types de mesures, et puis ça laisse aussi entrevoir qu'est-ce qu'on risque si on continue dans la direction qu'on est en train de prendre. Voilà, alors si vous partez de ce webinaire avec plein de nouvelles notions, que vous êtes arrivé vraiment à comprendre tous les enjeux, que ça vous donne envie peut-être de rentrer plus en action aussi pour tout changer dans vos vies, ou en tout cas quelques petites choses, voire de rejoindre des collectifs de citoyens, des associations, alors comme État Sauvage ou comme d'autres, il y a tout un tas d'associations géniales qui travaillent, qui œuvrent pour la biodiversité. Ben, nous, on aura rempli notre contrat. Alors, pour arriver à vulgariser un sujet aussi complexe, il nous fallait du coup un expert. Donc, ce soir, c'est Aurélien Bouteau qui a accepté vraiment très gentiment d'animer pour nous ce webinaire. On le remercie encore énormément. Aurélien Bouteau, qui est donc environnementaliste, chercheur au CNRS et consultant indépendant, et qui est plus qu'expert du sujet, puisqu'il a écrit un livre sur les limites planétaires en 2015 avec Natacha Gondran, qui est également chercheuse enseignante. Donc, je vais lui laisser la parole dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous présenter quand même en quelques mots État Sauvage, qui est donc l'association qui est votre hôte ce soir. Alors, État Sauvage, c'est une association de loi 1900 qui a pour but principal d'encourager et renforcer les liens positifs que l'homme entretient avec la nature. Alors, ça se traduit par différents domaines d'action. Le premier, enfin, un des domaines d'action, ça va être vraiment le transfert de connaissances. Alors, sur la biodiversité, sur l'écologie, sur les milieux naturels sauvages, ça se traduit par des articles, ça se traduit par des webinaires comme ce soir. On a également beaucoup d'actions autour de la sensibilisation, le transfert de savoir-faire vertueux pour l'environnement, donc au travers d'ateliers, d'événements, alors pour le grand public, mais aussi pour les entreprises. Donc, petite minute pub, si vous souhaitez participer ou collaborer avec des nouvelles associations dans le cadre de votre RSE, n'hésitez pas à nous contacter. Et un des derniers gros domaines d'action d'État sauvage, c'est autour de tout ce qui va être plantation et forêt. Alors, plantation d'arbres, notamment de type mini-forêt urbaine, de plantation de haies. Et pour ceux qui nous suivent déjà, vous avez dû entendre parler du projet Forêt Sauvage, qui est notre campagne de crowdfunding qui arrive là à bout touchant ces prochaines semaines, et dont le but est de racheter une parcelle de forêt et de la rendre à la libre évolution. Donc de la laisser vieillir sans intervention humaine. Donc si vous voulez en savoir plus sur nos actions, si vous avez envie de nous soutenir, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure associative, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est en début d'année, donc c'est le moment idéal, après l'année bien pourrie qu'on a passée l'année dernière, pour tout changer et rejoindre État Sauvage. Donc vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil ou sur les réseaux sociaux également. Voilà pour cette rapide introduction. Je vais laisser la main à Aurélien Bouteau pour vous parler du coup des limites planétaires. Alors, en termes de fonctionnement, durant toute la durée de la présentation, on vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Et c'est Sophie, notre membre ultra sauvage, voilà, qui vous fait coucou ce soir, qui sera chargée de noter toutes vos questions. Et au début de la session questions-réponses, dès qu'on lancera, dès qu'Aurélien Bouteau aura fini sa présentation, elle lui restituera vos questions. Et ensuite, on vous donnera également la parole pour que vous puissiez poser les questions en live en même temps. Voilà. Ah, on a encore des personnes qui arrivent. Je vais laisser la main à Aurélien. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Très bien, à mon tour. Alors, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation.
J'espère que le son est bon et que tout va bien se passer. Donc j'ai en gros une petite demi-heure pour vous introduire à cette question des limites planétaires. Alors, je regarde si voilà, ça fonctionne. J'ai prévu essentiellement 3 parties. La quatrième partie sera plutôt, conclusive. Je vais faire une brève introduction sur l'histoire de cette notion de limite planétaire. Et puis, je vais passer quand même l'essentiel du temps sur les parties 2 et 3, c'est-à-dire l'explication du cadre d'analyse qui a été proposé par, un organisme qui s'appelle le Stockholm Resilience Center il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui essaie de, voilà, de proposer des limites planétaires sur un certain nombre de variables et puis de voir où on en est par rapport à ces limites. Bon, on verra qu'on parle de limites, on parle de frontières, j'expliquerai un petit peu les nuances entre ces 2-là et puis entre ces 2 notions et puis, on fera un petit listing des 9 frontières qui sont aujourd'hui proposées, un état des lieux, puis donc une brève conclusion pour juste identifier, bah, où on en est et quels sont les leviers d'action, de transformation si on veut faire face aux défis écologiques que nous posent ces limites planétaires au niveau mondial. Voilà, alors l'introduction, juste petit rappel historique, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très récent, ces histoires de prise de conscience des limites planétaires. En fait, on peut remonter assez loin, hein, ne serait-ce que la prise de conscience de la finitude de la Terre, c'est une prise de conscience qui est ancienne. On sait que dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène, par exemple, était arrivé à évaluer très précisément la circonférence de la Terre. Mais bon, cette prise de conscience, bon, d'abord, elle va être plus ou moins oubliée pendant un certain temps et puis, le fait que la Terre soit finie n'a pas vraiment posé de problème jusque, grosso modo, au 19e, alors surtout au 20e siècle, mais déjà au 19e siècle où on va commencer à préciser un certain nombre, d'enjeux et le 19e siècle en particulier, est marqué par cette prise de conscience des atteintes portées à l'environnement, mais dans un contexte où ces atteintes sont encore essentiellement locales, hein. Les déséquilibres écologiques qui sont initiés à ce moment-là et même avant, hein, il y a de multiples perturbations de l'environnement, par les êtres humains depuis des millénaires, mais ces impacts sont essentiellement locaux et plutôt focalisés à partir du 19e siècle sur la question des ressources. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, quand la question des limites commence à se poser et à être posée par un certain nombre d'économistes, notamment, Malthus par exemple, hein, Thomas Malthus, il va poser la question des limites, mais en posant essentiellement la question des limites relativement aux ressources. L'argument de Malthus, au tournant du 19e siècle, ça consiste à dire: «On va être confronté à un problème parce que l'augmentation de la population est plus rapide que la disponibilité des ressources et ça va nous mener à une impasse», voilà. Mais très vite, un certain nombre d'économistes vont comment dire? Contredire Malthus, hein. Je pense à Engels, mais il y en a plein d'autres. Engels, par exemple, il développe tout un argumentaire qui consiste à dire: «Non, en fait, c'est pas les limites, c'est pas les ressources naturelles qui sont limitées, c'est notre capacité à les exploiter. Donc si on est suffisamment intelligent pour intensifier l'exploitation de la nature, eh bien, les ressources disponibles vont augmenter, hein, plus rapidement que la population humaine, par exemple». Et c'est un argumentaire qui a fonctionné pendant 2 siècles, hein, il faut bien le dire, hein. On est arrivé effectivement, malgré une très forte croissance démographique, à augmenter, par exemple, la disponibilité d'énergie, d'alimentation et cetera pendant cette période. Donc on a 2 courants de pensée, hein, qui naissent déjà à ce moment-là, ce qu'on va appeler les malthusiens et puis les cornucopiens. Les cornucopiens, ça renvoie à l'idée de la corne d'abondance, hein, donc l'idée que finalement les ressources sont quasiment infinies et il suffit d'être suffisamment intelligent et habile pour arriver à aller les chercher. Bon, dans le XXe siècle, les débats vont se préciser, mais déjà, à la fin du 19e, on peut citer 2 noms importants. George Perkins Marsh qui, dès 1865 publie un ouvrage, Man and Nature, dans sa deuxième version,
avec un sous-titre qui s'appelle The Earth as Transformed by Human Action. Donc, il y a déjà cette prise de conscience de la Terre telle qu'elle est transformée par les actions humaines, hein, au XIXe siècle. Et puis, Arrhenius, qui est connu pour avoir été le premier à émettre l'hypothèse d'un réchauffement climatique lié aux émissions de CO2 dès la fin du XIXe siècle. Donc, on a aussi cette prise de conscience qu'au-delà de la question des ressources, il y a une perturbation des équilibres écologiques qui est liée à l'activité humaine au XIXe siècle. Mais tout ça va quand même pas mal se préciser euh, au XXe siècle, et en particulier pendant la seconde moitié du XXe siècle. Alors, 1945, évidemment, il y a la bomba, donc la prise de conscience que l'humanité a la capacité de destruction massive de la planète. La bomba en est l'illustration parfaite. On a un certain nombre d'événements, alors d'événements scientifiques, par exemple, qui vont commencer à poser cette question du rôle de l'homme sur les équilibres écologiques, par exemple le symposium de Princeton en 55. Et c'est surtout la publication du rapport Meadows, le rapport du Club de Rome au début des années 70, qui va avoir un effet, générer un petit électrochoc dans la société civile. Le rapport du Club de Rome, en gros, il est connu pour ses fameuses modélisations. Ce qu'a fait le Club de Rome, en fait, c'est demander à un certain nombre de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology de Boston de faire un modèle, de modéliser. On est au début de la cybernétique, hein, donc la modélisation des systèmes complexes est permise par le développement des ordinateurs. Et donc, les chercheurs du MIT vont développer un modèle qui essaie de regarder comment interagissent les activités humaines et les les principales variables des équilibres écologiques, pour faire simple, donc les interactions homme-nature. Et ce que montrent les modèles, c'est que, quels que soient les scénarios plus ou moins optimistes qu'on va utiliser, tant qu'on appuie sur l'accélérateur de la croissance économique et de la croissance démographique, à un moment donné, on arrive à une rupture, hein, plus ou moins tôt dans le courant du XXIe siècle. Donc le rapport du Club de Rome va générer un électrochoc. Il n'est pas parfait, hein, le rapport, la modélisation n'est pas parfaite, mais en travaillant les grandes mailles, elle montre quand même qu'il y a un problème qui se pose là, hein, avec la croissance économique et démographique qui ne peut pas être infinie dans un contexte de ressources et de capacités de la nature qui, elles, sont limitées. Alors, à la fin du XXe siècle, la prise de conscience va encore monter en puissance, notamment dans un contexte où, d'une part, au début des années 80, on découvre l'érosion anthropique de la couche d'ozone stratosphérique. Donc, je reviendrai rapidement sur cette question-là, tout à l'heure si besoin. Mais donc là, on a une première prise de conscience avec une mobilisation, internationale d'ailleurs, hein, de la communauté à la fois scientifique mais aussi politique, hein, dans les années 80. Et puis dans le même temps, confirmation de la responsabilité, humaine du changement climatique, donc qui avait déjà été suggérée dès la fin du 19e siècle, hein, mais là qui est vraiment, confirmée scientifiquement à partir des années 80 et 90. On a d'autres outils à ce moment-là qui naissent, notamment l'empreinte écologique. Vous entendez parler tous les ans de l'empreinte écologique, le jour du dépassement qui se situe en général au mois d'août, hein. L'empreinte écologique, c'est un outil qui mesure, bah, la pression qu'on exerce sur la Terre en tant qu'humanité, hein, en termes de consommation de surface biologiquement productive. Et ce que montre l'empreinte écologique, c'est que l'humanité consomme davantage de surface biologiquement productive que ce que la nature a de réellement disponible, donc on est dans une situation de déficit écologique. Donc ça c'est dans les années 90 et puis dans le même temps, on a le développement de ce qu'on va appeler les sciences du système Terre. Hem, bon, dans la foulée d'un certain nombre de penseurs précurseurs comme Vernadsky ou James Lovelock, et les sciences du système Terre qui sont initiées notamment par la NASA aux États-Unis, hein, vont aboutir à, des modélisations et puis un certain nombre d'alertes. C'est des sciences qui sont aussi très tournées vers le décideur. La meilleure illustration de la manière dont fonctionnent les sciences du système Terre, c'est le GIEC que j'évoquais juste avant, hein. Donc sur la question du climat, le GIEC va développer un certain nombre de modèles et puis il va travailler dans une perspective d'aide à la décision, notamment dans les sphères internationales et les négociations sur le climat. Voilà. Donc à la fin du XXe siècle, on a comme ça un certain nombre d'alertes qui vont se développer et puis un certain nombre de publications, environnementales dans les journaux scientifiques qui vont se multiplier, qui vont commencer à être synthétisées, qui vont donner lieu aux graphiques que vous avez, à droite là, qui est publié au tout début des années 2000
par notamment Will Stephen et Johan Rockström, et qui montre que quand on prend un certain nombre de variables qui déterminent les équilibres des écosystèmes à l'échelle planétaire, donc la biosphère, hein, on se rend compte que depuis le 19e siècle, mais avec une accélération à partir de la seconde moitié du 20e siècle, on a un certain nombre de perturbations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des graphiques, évidemment, mais vous voyez que la pression augmente à partir des années 50. Hein. Il y a une accélération des pressions sur un certain nombre de déterminants des équilibres écologiques à l'échelle planétaire. D'où l'idée d'anthropocène qui est proposée au début des années 2000 par notamment Paul Crutzen. Donc l'idée qu'on serait rentré dans une ère géologique particulière dans laquelle Homo sapiens serait devenu le premier facteur de modification des équilibres écologiques. Alors, on peut illustrer à travers l'exemple du changement climatique la notion de limite et de frontière planétaire. Le changement climatique, c'est évidemment par excellence la question sur laquelle va se développer toute une littérature des sciences du système Terre qui va chercher à montrer qu'on génère des déséquilibres et qui va aussi se poser la question de jusqu'à quel point on peut générer des déséquilibres. Donc là, j'ai volontairement pris des vieux graphiques du GIEC du début des années 2000 qui montrent bien l'évolution, par exemple ici, du CO2 dans l'atmosphère. Donc on voit que on s'intéresse à une période, là c'est au cours du millénaire passé. La période géologique qui nous intéresse, climatique plus précisément, qui nous intéresse quand on parle de limites, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. L'Holocène, c'est une ère qui a commencé il y a à peu près 11 000 ans. C'est la dernière ère interglaciaire de l'ère quaternaire. Donc, juste pour mémoire, l'ère quaternaire est marquée par des longues périodes glaciaires qui vont durer autour de 80 000 ans, et puis des ères interglaciaires qui vont durer 10 à 30 000 ans. On est depuis 11 000 ans dans une ère interglaciaire, donc avec un climat favorable, qui est censé durer encore 15 à 20 000 ans. Donc une ère favorable et stable qui est censée durer encore 15 à 20 000 ans, c'est ce qu'on appelle donc l'Holocène. Donc on voit que cette période, quand on regarde par exemple le climat au cours des 1000 dernières années, mais on aurait pu prolonger au cours des 10 000 dernières années, on a par exemple des teneurs en CO2 dans l'atmosphère qui sont stables, mais avec un changement au cours du 19e siècle et évidemment une accélération au 20e siècle, et puis des projections là pour le 21e siècle qui montrent encore une accélération du phénomène. Si je réactualise un petit peu les données et puis que je fais un zoom sur la période 1850 à aujourd'hui, toujours avec des données du GIEC mais qui sont plus récentes, avec les trois principaux gaz à effet de serre hein, d'origine anthropique, on voit bien cette progression et cette augmentation des teneurs en différents gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Euh, alors évidemment, il faut comprendre le rôle de l'effet de serre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, d'autant que la plupart d'entre vous doivent être à peu près au courant de la problématique de l'effet de serre, on n'arrête pas d'en parler. Je rappelle juste que sans effet de serre, température moyenne du globe serait autour de -15 degrés dans ces eaux-là. Donc évidemment, l'effet de serre est important hein, et il est plutôt favorable en tant que tel. En tout cas, il a été favorable au développement de la vie sur Terre. L'effet de serre, même si les gaz à effet de serre sont très marginaux dans, dans la composition de l'atmosphère, ils jouent en revanche un rôle extrêmement important dans ce qu'on appelle le bilan radiatif hein, de la Terre, de l'atmosphère, c'est-à-dire la température qu'on va retrouver dans les basses couches de l'atmosphère. Le bilan radiatif, c'est grosso modo le bilan entre le rayonnement solaire qui pénètre l'atmosphère et puis ce qui repart vers l'espace. Et les gaz à effet de serre, sans rentrer dans le détail, les gaz à effet de serre ont cette particularité de laisser pénétrer les rayonnements solaires d'une certaine longueur d'onde et par contre, ils vont bloquer les infrarouges, et les infrarouges, donc, qui sont des rayons d'ondes plus courtes. Et typiquement, les infrarouges, ils ont un rôle extrêmement important dans le bilan radiatif de la Terre parce que quand la Terre se réchauffe, elle va dégrader ce rayonnement solaire et réémettre des rayons sous forme d'infrarouges. Et ces infrarouges ils vont être bloqués par les gaz à effet de serre, d'où cette température beaucoup plus clémente du fait de l'effet de serre dans les basses couches de l'atmosphère. Bon, alors évidemment, ce qui se passe, c'est que si vous renforcez l'effet de serre, bah, vous augmentez les températures dans les basses couches de l'atmosphère. Ça, c'est inévitable, hein. Alors, ce qu'on constate ici, hein, c'est une augmentation déjà réelle, hein, de l'ordre de à peu
près 1 degré, aujourd'hui un petit peu plus, hein, en moyenne hémisphère, nord. On voit qu'il y a des variations, il y a eu des variations. Alors la partie à gauche, là, est très difficile, c'est très difficile d'estimer les températures moyennes de l'hémisphère nord ou de l'ensemble de la planète, par le passé. Par contre, on a l'avantage depuis la fin du 19e siècle d'avoir des points de mesure assez précis. Donc on voit, déjà un réchauffement par rapport à cette période de plus d'1 degré, hein, qui correspond effectivement, qui est essentiellement lié, à ce renforcement de l'effet de serre d'origine anthropique. Évidemment, toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à modéliser, hein. Je vous ai dit que les sciences du système Terre essaient de faire des modélisations. On n'a jamais essayé de modéliser quelque chose d'aussi complexe que le climat, hein. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de rétroactions, positives et négatives à prendre en compte. Je reviendrai sur ces notions tout à l'heure. Donc on a des incertitudes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous renforcez l'effet de serre, vous renforcez les températures moyennes dans les basses couches de l'atmosphère. Grande difficulté de savoir, jusqu'à quel point on réchauffe, et d'où les incertitudes, que vous avez là pour différents scénarios, hein, d'augmentation des teneurs en CO2 dans l'atmosphère. Alors, je passe vite, hein, vous connaissez les scénarios, les différents scénarios, l'augmentation de température en fin de siècle selon ces scénarios. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de plus en plus, les modèles nous montrent que ces changements auxquels on est confronté, ne sont pas des changements linéaires. On a affaire, et c'est tout le problème, on a affaire à des changements, avec ce qu'on appelle en anglais des shifts, des changements de régime. Donc ce qui nous menace, et ce qu'on a du mal à modéliser, c'est qu'est-ce qui se passe si on change de régime climatique? Or, c'est l'objet de la diapositive suivante, c'est de vous expliquer, là on va revenir sur ces notions de limite et de frontières. Comment on essaie de modéliser ça et de comprendre où se trouve la limite, le moment où on change de régime, le moment où il y a une rupture? On parle beaucoup d'effondrement, toute la collapsologie s'est développée autour de cette littérature scientifique. Mais en fait, c'est extrêmement difficile de déterminer où se trouve le point de limite, le point de bascule. Si je reprends toujours l'exemple du climat, hein, prenez une variable de contrôle comme le CO2, hein, par exemple, la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Bon, vous pouvez augmenter les quantités de CO2 dans l'atmosphère sans que, pour autant, le système climatique soit complètement perturbé. Il va garder son régime, son mode de fonctionnement, parce que vous avez un certain nombre de rétroactions négatives qui vont se mettre en place. Les rétroactions négatives, pour faire simple, c'est des mécanismes qui vont permettre d'amortir le changement, d'amortir le choc, hein. Simplement, ce qui se passe à un moment donné, c'est que vous pouvez avoir une rupture parce que on met en place ce qu'on appelle des rétroactions positives. Donc vous avez rétroactions positives, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle en langage commun des effets boule de neige, hein. Exemple d'effet boule de neige de rétroaction positive, bon, le réchauffement climatique va entraîner la fonte de la glace continentale. Si je fais fondre la glace continentale, notamment au pôle sud et au pôle nord, je vais réduire l'albédo. L'albédo, c'est quoi? Si je reprends le petit schéma de tout à l'heure là, du bilan radiatif de la Terre, c'est cette partie que vous voyez là, c'est une partie du rayonnement solaire qui est réémise vers l'atmosphère parce que les surfaces blanches ne vont pas absorber la chaleur, elles vont essentiellement renvoyer le rayonnement solaire et la chaleur vers l'espace, hein. C'est la particularité des surfaces blanches par rapport aux surfaces foncées. Si ces surfaces se réduisent, il y a davantage de chaleur de rayonnement solaire qui va être absorbé, par exemple, par les océans. Et les océans vont rejeter cette chaleur, mais cette fois-ci sous forme d'infrarouges qui vont être, eux, captés par les gaz à effet de serre. Donc, ça va participer à renforcer le réchauffement climatique. D'accord? Donc là, vous avez un exemple de rétroaction positive, mais il y en a d'autres. Par exemple, la fonte du permafrost. On en parle de plus en plus. Le réchauffement climatique entraîne un début de fonte du permafrost, c'est-à-dire ces terres qui sont constamment gelées. Le permafrost contient des quantités monumentales de méthane. Le CH4 est un autre gaz à effet de serre qui a un potentiel de réchauffement global qui est encore beaucoup plus important que le CO2, hein, près de 30 fois supérieur au CO2. Donc si ce méthane, compris dans le permafrost, est émis dans l'atmosphère, ça va renforcer cette fois-ci l'effet de serre. D'accord? Donc autre phénomène comme ça, rétroaction positive. Donc si on a ce genre de mécanisme, il y a une dizaine de mécanismes de ce type-là qui sont identifiés, si ces mécanismes-là se mettent en route, là, on change de régime climatique. On sortirait de l'Holocène, en fait, hein. Et c'est évidemment ce qui est à craindre. Le problème, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, scientifiquement parlant, on est incapable de dire aujourd'hui où se trouve la limite, le point de bascule, hein. Alors les scientifiques, pour faire face à cela, ils ont identifié ce qu'ils appellent une frontière. Une frontière, c'est en gros un seuil en dessous duquel on est sûr qu'il n'y a pas de problème.
Si je reste en dessous de, par exemple, 350 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, toutes les modélisations montrent qu'il n'y a pas de problème. On ne perturbe pas le régime climatique de l'Holocène. Voilà, il y a des modifications, hein, mais grosso modo, l'équilibre global est maintenu. Une fois qu'on passe ce 350 ppm, bah là, on arrive dans une zone d'incertitude qui est signifiée ici par la zone en gros en jaune, là, jaune-orange. Voilà. Et plus on va aller vers le orange foncé, plus on va vers un niveau dangereux et plus on a un risque de passer ce point de bascule. Aujourd'hui, on est à 420 ppm. Donc ça veut dire qu'on voilà, on se rapproche, on est incapable de. Peut-être que c'est trop tard, hein, on ne sait pas, peut-être que c'est déjà trop tard. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'on se rapproche de ce point d'irréversibilité, ce point de bascule. Voilà, donc ça, c'était un exemple pour vous montrer différence entre limite et frontière. Une limite planétaire, c'est quelque chose qu'on a du mal à définir parce que les modèles scientifiques ne sont pas suffisamment fins. Donc on fixe une frontière qui est en gros la partie basse de l'incertitude, le truc qu'idéalement, il ne faudrait pas dépasser si on veut être sûr de maintenir les équilibres. Alors, sur la base de ce modèle-là, développé sur les questions du climat. Le Stockholm Resilience Center que j'évoquais tout à l'heure a identifié 9, on va appeler ça 9 variables qui sont importantes, qui participent à déterminer les équilibres de la biosphère, les équilibres écologiques mondiaux. Et pour chacune de ces variables, les scientifiques ont essayé de déterminer une frontière, c'est la partie verte, on est encore dans le vert, donc on est sous cette frontière, et puis autant que possible une zone supérieure, hein, au-delà duquel on est sûr que c'est irréversible et il faut à tout prix éviter de rentrer dans le rouge, hein. Donc là, vous avez le changement climatique que j'ai évoqué tout à l'heure, on est dans la partie orange, hein. On est entre les deux, quoi. Je ne vais pas faire la liste, hein, enfin, je le fais très rapidement la liste avec vous, mais au-delà du changement climatique, la question de la biodiversité, l'intégrité de la biosphère, je vais le développer juste après, hein. Le changement d'affectation des sols, j'en dirai 2 mots aussi dans une diapositive, et puis je vais aussi dire 2 mots des flux biogéochimiques et donc des déséquilibres, ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, en particulier de l'azote et du phosphore. Donc sur ces thématiques-là, je vais faire une diapo à chaque fois pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Notamment parce que vous voyez, c'est des enjeux sur lesquels on est un peu dans le rouge, quoi. Donc, un mot sur les autres variables. L'utilisation de l'eau douce. Donc on sait que typiquement, il y a surexploitation d'eau douce dans un certain nombre de régions du monde. Mais à l'échelle globale, le cycle de l'eau douce n'est pas encore perturbé au point que ça pose une inquiétude globale, hein. Par contre, il y a plein d'endroits où c'est problématique régionalement parlant. L'acidification des océans, typiquement, ça c'est ce qu'on appelle parfois l'autre problème du CO2. C'est lié aux émissions de CO2 dans l'atmosphère. Les océans reséquestrent une partie importante du CO2 émis par les activités humaines. Ça permet de limiter la problématique du changement climatique. Par contre, ça modifie les caractéristiques physico-chimiques des océans et ça a un impact à terme, ça pourrait avoir un impact à terme, notamment sur les écosystèmes marins avec aussi une baisse probable de capacité de séquestration du carbone par les océans. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais et ça aurait aussi un effet sur la biodiversité, parce que typiquement, on a un certain nombre d'écosystèmes. Alors, je prends cet exemple parce qu'il est symptomatique. Les récifs coralliens, par exemple, sont très sensibles à l'acidité des océans, à la fois à la température et à l'acidité des océans. Or, il se trouve que c'est les endroits dans les océans où il y a le plus de biodiversité. Donc, vous voyez que les enjeux sont très interreliés, hein, entre eux. La pollution atmosphérique par les aérosols, aujourd'hui, on est incapable de déterminer une limite planétaire. Par contre, ça a des effets sur la santé humaine et même sur le climat de certaines régions du monde, hein. L'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Si vous voulez, je pourrais en redire 2 mots tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un problème qu'on est arrivé à maîtriser, hein. Et puis, dernier enjeu, la question des entités nouvelles. Alors, en gros, c'est une réserve de problématiques qui, demain, pourrait faire l'objet de limites planétaires, par exemple, métaux lourds, déchets toxiques, déchets radioactifs, perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, c'est des enjeux qui sont des problématiques en tant que telles, mais pour lesquelles on est incapable de définir une limite planétaire. Voilà. Donc, pour l'instant, ce pas des enjeux qui sont quantifiés, mais voilà, on les met dans un coin en se disant: «Attention, c'est aussi des choses à surveiller».
OK? Donc les scientifiques ont établi cette matrice qui peut évoluer dans le temps, hein, typiquement avec ce volet entité nouvelle. Peut-être que demain, il y aura d'autres enjeux identifiés. Et voilà, aujourd'hui, on a 9 variables. Je vais, pour pas être trop long et pour aller vers la fin quand même de cette intervention, je vais juste, au-delà du changement climatique qu'on a évoqué tout à l'heure, faire 3 diapos sur 3 de ces enjeux. Alors en commençant par la biodiversité. Alors, on appelle ça intégrité de la biosphère dans le jargon des limites planétaires. Et cette intégrité de la biosphère, on la mesure par un indicateur. Donc, il y a toujours la variable de contrôle, hein, celle qui permet en gros de mesurer la problématique. Ici, la variable de contrôle qui a été choisie, c'est le taux d'extinction des espèces, qui est exprimé en nombre d'extinctions par an pour 1 million d'espèces. La frontière, elle est fixée de manière assez aléatoire, hein, sur cette variable-là, à 10, donc 10 extinctions par an pour 1 million d'espèces. Aujourd'hui, on est 10 à 100 fois plus que cette frontière-là, hein. Donc on est dans un phénomène d'accélération d'érosion de la biodiversité. Le 10, il correspond grosso modo, quand on regarde ce qui s'est passé au cours de l'Holocène, hein, les 11 000 dernières années. En gros, on sait que sur le très long terme, on a des phénomènes de disparition de certaines espèces qui sont plus ou moins compensés par des phénomènes de spéciation, création de nouvelles espèces, et ça se compense plus ou moins. Là, on a un rythme d'érosion de la biodiversité qui est beaucoup plus élevé et qui n'est pas du tout compensé par la spéciation. On a 28% des espèces, en gros 30% des espèces qui sont menacées dans le monde, 60% des populations d'animaux qui ont disparu depuis une cinquantaine d'années. Deux choses très différentes, hein. Ici, on va prendre comme variable de contrôle le taux d'extinction, mais attention, vous pouvez avoir 90% de la population d'une espèce qui a disparu, l'espèce existe encore, hein, elle n'a pas disparu. Donc, vous voyez bien la différence entre les deux. Bon. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, hein, sur les chiffres, sur l'érosion de la biodiversité. Ayez juste en tête que quand on parle d'espèces menacées, on se réfère en général au travail de recensement que fait l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui recense des données de population de plusieurs dizaines de milliers d'animaux et de végétaux dans le monde, et qui dresse des listes. Et en fonction de la rareté des espèces en question, elle les classe, et notamment vous avez la liste rouge et la liste orange, hein, de l'UICN. Bah, voilà, ça c'est des espèces qui sont en voie de disparition. Alors, les causes majeures, on le sait, hein, c'est la destruction et la pollution des écosystèmes. Ça, c'est le premier facteur d'érosion de la biodiversité. Après, il y a plein d'autres enjeux, hein, le changement climatique, la surexploitation des milieux, la surexploitation des espèces également. Donc ça aussi joue un rôle important. Là, je vous ai pris l'exemple de ce qui se passe en Amérique latine, typiquement, hein, quand on détruit une partie de la forêt amazonienne pour la remplacer par de la monoculture de soja ou de maïs, bon, bah, typiquement, on passe d'un milieu hyper diversifié à un milieu sans aucune diversité biologique. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une variable par rapport au changement climatique qui est très différente, hein, qui a une fonction très différente. Autant le changement climatique, c'est une pression exercée sur les équilibres écologiques, autant la biodiversité, telle qu'on la mesure, c'est un enjeu de résilience du vivant, hein, et donc de la biosphère. La résilience d'un système, en l'occurrence d'un écosystème, elle dépend de la diversité des éléments qui composent un système, mais aussi des interconnexions entre ces éléments. Ça veut dire que plus il y a de biodiversité, plus le vivant est résilient et capable d'adaptation face à des changements importants, des chocs. Par exemple, le changement climatique. Donc là, vous voyez aussi le rapport entre les deux enjeux, changement climatique et biodiversité. C'est qu'en fait, au moment où on est en train de générer un choc, le changement climatique, on est en train de réduire la capacité du vivant à faire face à un choc pareil, hein, en érodant la biodiversité. Je passe à la problématique suivante pour m'approcher quand même de la fin, parce que j'ai plus que quelques minutes. Les flux biogéochimiques. Alors, les cycles biogéochimiques, carbone, azote, le carbone, on en a déjà parlé avec le changement climatique. Je veux dire un mot de l'azote. L'azote est une composante qui est hyper importante pour la productivité biologique, donc pour le vivant, hein, pour la biosphère. C'est un élément déterminant de la productivité biologique. Le problème, c'est que l'azote est hyper abondant dans l'atmosphère, c'est 70% de l'atmosphère est composée d'azote. Mais
cet azote de l'atmosphère n'est pas assimilable par les plantes. Bon, pour être assimilé par les plantes, il faut qu'il soit d'abord transformé, capté, transformé par des micro-organismes qu'on va par exemple trouver dans les racines d'un certain nombre de plantes, de légumineuses et autres. Et une fois que cet azote est fixé, il est rendu assimilable par l'ensemble du vivant, d'abord par les plantes et ensuite par les animaux, et cetera. Mais on a une quantité d'azote fixée qui est limitée, hein. Or, à partir du début du XXe siècle, on a trouvé une manière de fixer artificiellement cet azote pour le rendre assimilable par les plantes. C'est le procédé, Haber-Bosch notamment, hein, qui a inventé à la fin du 18e, du 19e siècle. Et ça va permettre de fabriquer ce qu'on appelle des engrais, minéraux, hein, donc les engrais azotés. Et ces engrais azotés vont permettre au XXe siècle d'accroître considérablement la productivité biologique. Sans l'invention du procédé Haber-Bosch, on serait sans doute pas 7 milliards d'êtres humains sur terre, hein. Donc attention, on rigole pas, hein, c'est un procédé qui est important et qui a de nombreuses vertus. Le problème, c'est que on a diffusé dans la nature trop d'azote par rapport à ce que le vivant était capable de séquestrer, d'assimiler. Du coup, vous avez des phénomènes en cascade, je ne vais pas rentrer dans le détail du cycle de l'azote, mais en gros, on a une surabondance d'azote dans les écosystèmes qui ont des effets en cascade, les plus connus étant que en étant lessivé dans les sols puis dans les eaux, on va avoir une surabondance d'azote qui va favoriser, par exemple, en milieu aquatique, le développement d'un certain nombre de micro-organismes, hein, des algues, qui vont consommer du coup tout l'oxygène, hein. Et c'est les phénomènes d'eutrophisation qu'on connaît bien, par exemple du côté de la Bretagne, dans les, euh, dans les rivières bretonnes, mais dans plein d'autres endroits. Et in fine, ça finit par avoir des impacts globaux avec, sur les zones côtières, une eutrophisation et ce qu'on appelle des zones mortes, hein. On a une multiplication des zones mortes dans les océans qui sont la conséquence de cette surabondance, d'azote et aussi, de phosphore dans, dans les eaux, quoi. OK? Donc là, on a typiquement un cycle qui était en équilibre, qui a été perturbé et qui finit par avoir des impacts d'abord locaux, puis qui finissent par se globaliser et se mondialiser. Je termine par un dernier exemple, c'est le changement d'affectation des sols. Ça, c'est une autre variable qui a été retenue. Hem, En gros, le changement d'affectation des sols, on se rend compte que pour que la biosphère fonctionne de manière, équilibrée, optimale, il faut qu'il y ait un relatif équilibre entre des surfaces forestières et d'autres types de surfaces. Or, la déforestation, à laquelle on assiste aujourd'hui, qui est concentrée dans un certain nombre de pays émergents, hein. Vous savez, dans nos pays, les forêts ont plutôt tendance à croître, dans les pays les plus riches, mais à l'échelle globale, c'est le phénomène inverse qui se passe. On a une déforestation, massive, hein, essentiellement liée à l'agriculture d'ailleurs d'exportation. Heu, Or, la forêt a un rôle important de régulation, à la fois du cycle de l'eau, mais aussi elle a des effets sur le climat, hein. Donc je ne rentre pas dans le détail de l'effet parce que j'ai pas le temps, hein, mais s'il y a des questions, on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais voilà, il faut avoir en tête que cette question, de la forêt et des surfaces forestières, c'est un élément de rétroaction positive pour plein d'autres frontières planétaires, notamment le climat et le cycle, de l'eau douce, et puis aussi la biodiversité, puisque bien entendu les espaces forestiers ont un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Donc là, je vous ai montré par exemple l'impact que ça peut avoir sur le climat, hein, et sur le cycle de l'eau. Quand on est sur des surfaces forestières ou des surfaces, cultivées, on a un cycle de l'eau et un microclimat qui est complètement, perturbé, dans les 2 cas. D'accord? Voilà, donc je termine là-dessus. Je voulais juste terminer sur une diapo qui permet aussi d'ouvrir un petit peu les perspectives. Parce qu'évidemment, quand on fait le tour de ces problématiques, la question qui va se poser, c'est voilà, où sont les que faire? Et pour savoir que faire, il faut savoir où sont les principales pressions, hein. Quand on a terminé l'ouvrage avec, Natacha Gondron sur les limites planétaires, en fait, on s'est rendu compte en faisant le panel, en balayant les différentes limites planétaires, en regardant où étaient les principales pressions, en fait, on s'est rendu compte il y a vraiment 2 gros trucs qui clignotent. D'un côté, il y a les énergies fossiles, alors notamment pour le cycle du carbone évidemment, et le cycle du carbone, il influence le climat, mais le climat, lui, il a des effets en cascade sur toutes les autres variables du,
du système Terre. Et puis, il y a aussi un impact majeur sur ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure, qui est l'acidification des océans, hein. Donc les énergies fossiles représentent 65% des émissions de gaz à effet de serre, plus de 80% des émissions de CO2, hein. Et le principal secteur responsable du changement climatique et de l'acidification des océans, ce sont ces énergies fossiles. Donc ça, c'est le premier facteur, pas de surprise, hein. Et puis le deuxième facteur, et c'est très frappant quand on regarde les autres variables, c'est l'agriculture, hein. L'agriculture, par exemple, représente 80% des flux d'azote et plus de 90% des flux de phosphore. Donc quand on parlait juste avant des cycles biogéochimiques, bah, typiquement, l'agriculture, c'est vraiment le facteur hyper important. Et c'est aussi le principal secteur responsable de la perturbation des cycles du changement d'affectation des sols, et puis de l'érosion de la biodiversité, et aussi de la perturbation du cycle de l'eau douce. Donc quand on regarde les autres variables, on se rend compte que l'agriculture, c'est le principal facteur pour plein d'autres variables des 9 limites planétaires. Voilà, je termine peut-être là-dessus. Je ne sais pas, pour rester à peu près dans les temps, j'ai quelques autres diapos, mais on pourra les utiliser éventuellement, si vous voulez, dans la discussion pour répondre aux questions. On peut tout à fait prendre quelques minutes de plus, peut-être pour donner un peu d'espoir et quelques actions OK. possibles. Voilà, peut-être juste pour ouvrir un peu les Voilà, perspectives et puis c'est ça. montrer juste en 2 ou 3 minutes. J'ai pris quelques exemples. Euh, Alors, je ne sais pas si c'est de l'espoir, mais en tout cas, ça permet déjà de voir où sont les leviers d'action. Ça, c'est le premier truc hyper important, c'est savoir où on est. Moi, je pense que une des choses les plus importantes à développer dans les années à venir, ça va être, par exemple, sur la question du changement climatique, ce que certains commencent à appeler la numératie carbone, c'est-à-dire la capacité des individus à comprendre leur empreinte carbone et l'empreinte carbone de l'humanité en général, quoi. Où se trouvent les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, par exemple, hein. Là, je vous ai montré dans la diapo, là, à gauche, vous avez l'empreinte carbone de différents pays, la France, les États-Unis, la Chine, et puis la moyenne mondiale. Et puis, j'ai fait figurer la neutralité carbone. Je vous rappelle que la France, comme plusieurs dizaines de pays dans le monde aujourd'hui, s'est fixé un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire qu'il faudra qu'on atteigne, d'ici 2050, une empreinte carbone autour de 1 à 2 tonnes de CO2 par habitant. Or, aujourd'hui, on a une empreinte carbone qui est autour de 12 tonnes. Les Américains autour de 22-23 tonnes. D'accord. Donc, pour la France, il faut qu'on divise à peu près notre empreinte carbone par 6 à 8, quoi, pour faire simple, en 30 ans. C'est énorme, hein. C'est vraiment une révolution à mener qui est absolument considérable. Donc évidemment, une fois qu'on sait ça, et déjà faut-il le savoir, il y a une étude qui a été publiée cet été qui montre que seuls 15% à peu près des Français sont conscients de la hauteur de la marche à gravir. Quand on dit aux gens de combien il faut, à votre avis, réduire l'empreinte carbone d'un Français pour atteindre la neutralité carbone, il n'y a que 15% des Français, 17% en réalité, qui sont conscients qu'il faut la diviser à peu près de 6 à 8. La plupart des gens pensent qu'il faut la diviser à peu près par 2. On voit que déjà, il y a un effort de prise de conscience là-dessus. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un ajustement qu'il va falloir vivre dans les années à venir, c'est une révolution totale, hein. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, c'est ensuite être conscient de où ça se joue dans le détail. Par exemple, on voit que quand on regarde dans le détail l'empreinte carbone d'un Français, le transport arrive en tête, le logement, l'alimentation, les autres biens et services, et cetera. Le seul secteur de l'alimentation équivaut à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça veut dire que si un Français voulait être neutre en carbone aujourd'hui, il lui reste que son alimentation, rien d'autre. D'accord? Ça ne veut pas dire, attention, d'emblée, ayez bien en tête que si je dis ça comme ça, vous allez vous dire: «Ouais, mais du coup, c'est impossible». Non, ce qu'il faut, c'est certes qu'on consomme différemment et qu'on consomme moins, mais il faut aussi qu'on produise différemment. C'est ces 2 choses-là qui vont faire qu'on peut être à la hauteur, hein, qu'on pourra être à la hauteur. Mais c'est clair que quand on va regarder dans le détail les solutions, par exemple, je vais prendre le cas du transport dans la prochaine diapo. Il faut avoir les ordres de grandeur en tête, hein. Prenons aujourd'hui l'empreinte carbone de différents types de déplacements. Vous vous rendez tout de suite compte que les seuls qui sont à la hauteur des enjeux, c'est ceux que j'ai entourés ici, hein. C'est en gros le train, l'autocar, régional et encore le TGV, le métro, tramway, vélo, marche à pied. C'est ça. Les autres, la voiture électrique par exemple, ça permet pas, c'est pas à la hauteur des enjeux. Ou alors,
la voiture électrique, à condition que l'électricité soit produite de manière, relativement décarbonée, bien entendu, et à terme complètement décarbonée, et évidemment pas en autosolisme, c'est-à-dire en covoiturage et cetera. Là, ça peut commencer à être, un outil qui peut rentrer dans la dans les solutions alternatives. Tout le reste, on oublie, et l'avion en particulier, on ne fera jamais voler un avion, de manière propre, hein, et décarbonée. Donc voilà, il y a des trucs qu'il faut juste, peut-être sans doute oublier, quoi. Voilà. Donc, pareil, hein, si on rentre, sur les là, j'ai pris l'exemple du logement. Bon, bah, au-delà évidemment de la question de l'isolation, et il y a aussi des formes de chauffage qu'il va falloir développer et d'autres qu'il va falloir oublier, notamment tous ceux qui sont carbonés. Mais c'est évidemment sur les volets isolation, surface adaptée, maîtrise des températures qu'on a des gros leviers à mettre en œuvre, et puis ensuite des modes de chauffage adaptés. Mais d'abord, c'est question de réduction des consommations, et cetera, et cetera. Je peux développer, hein, par type d'empreinte. Là, j'ai pris le cas de l'alimentation. L'alimentation, c'est un gros enjeu, hein. Il va falloir décarboner la manière de produire l'alimentation, ça c'est sûr, mais il va aussi falloir décarboner nos assiettes, hein. On voit très bien que, par exemple, un repas à dominante animale, il a une empreinte carbone qui est, jusqu'à 10 fois supérieure à un repas à dominante végétale avec du poulet, hein. Et un repas végétarien, alors là, on n'en parle même pas, hein. On voit les écarts qui sont considérables en termes d'empreinte carbone. Là, j'ai mis un petit référentiel pour vous montrer 10 kilomètres en voiture seule. Bah, un repas à dominante animale avec bœuf, c'est 30 à 40 kilomètres de voiture, heu, pour vous donner un ordre de grandeur, d'accord? Donc là aussi, il y a des choses qui vont se jouer dans ce côté-là. OK? C'est juste quelques diapos pour montrer où sont les solutions, et puis on pourra rentrer un peu plus dans le mettre ça en place, mais voilà. Merci beaucoup. Et c'était passionnant. On va lancer la session de questions-réponses. Il y a eu beaucoup de questions pendant la présentation. Ce qu'on vous propose aussi, c'est si vous voulez poser directement votre question à Aurélien Bouteau, c'est de lever la main. Alors pour ceux qui ne sont pas communs avec cet outil Zoom, pour lever la main, c'est pas compliqué. Juste en dessous de l'écran que vous voyez, vous avez une sorte d'icône qui s'appelle participant avec deux petits bonhommes et écrit 54. Et si vous cliquez dessus, ça vous ouvre la liste des participants. Tout en bas à droite, vous avez trois petits points. Et si vous ouvrez, vous avez levé la main. Ce qui fait que moi, je vais vous voir lever la main et je vous démuterai pour que vous puissiez poser votre question. Sinon, vous êtes tous muets et vous ne pouvez pas réactiver vos micros à l'heure qu'il est. Voilà. On va démarrer les questions par celle du chat peut-être. Et ensuite, voilà, n'hésitez pas à lever votre main. Alors, j'ai noté les questions, il y en a plusieurs et sur plusieurs ordres. Donc, j'ai pas pu regrouper. Donc, pour le moment, je vais commencer dans l'ordre où elles ont été posées. La première question, c'était de Clara qui demandait pourquoi est-ce qu'on parle de rétroaction positive alors qu'elles ont des conséquences négatives. Bonne question. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Alors pourquoi exactement? Je ne connais pas toute l'histoire de qui est derrière, mais effectivement, c'est un petit piège qu'il faut vite détourner. C'est qu'une rétroaction positive, c'est à un moment donné, un effet, alors si on le mesure en plus, qui va rajouter du plus, 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 plus. Sauf que pour ce qui nous concerne, dans le cas du changement, climatique par exemple, bah, c'est du négatif parce que c'est un cercle vicieux, donc c'est du moins. Voilà. Donc, effectivement. Mais si vous avez un cercle vertueux, bah, là pour le coup, les rétroactions positives, elles sont vraiment positives. Donc c'est vraiment une question de langage, technique, systémique là pour le coup, parce que c'est les sciences des systèmes qui ont proposé ce vocable. Mais effectivement, ayez bien en tête que quand on parle de rétroaction positive en matière de climat, pour le coup, c'est pas bon. C'est pas positif. Ok. Ensuite, Emeric demandait, quand on en était sur la partie des limites, les océans sont considérés comme des puits de carbone. Alors pourquoi est-ce que vous dites qu'ils renvoient des infrarouges et qu'ils aggravent donc l'effet de serre? Ah oui, voilà, 2 choses très différentes. En fait, jusqu'à présent, effectivement, et toujours d'ailleurs, les océans absorbent, du carbone atmosphérique et notamment du CO2, d'origine anthropique. Une partie, pas tout évidemment, et si c'était tout, bah, ce serait mieux pour le climat, mais il y a le surplus, qui va s'accumuler dans l'atmosphère. Alors déjà, bon, ces capacités de séquestration du CO2, elles ne sont pas infinies,
elles vont probablement se réduire dans les années à venir. Donc ça, c'est plutôt positif pour le climat pour l'instant, c'est que les océans absorbent une partie de ce CO2 qui du coup va pas s'accumuler, va moins s'accumuler dans l'atmosphère. Quand j'évoquais la question des infrarouges tout à l'heure, c'est complètement autre chose. C'est une autre partie du bilan radiatif du climat que je montrais tout à l'heure, c'est la partie albédo, hein. Donc si vous voulez, les océans, ils vont absorber une partie de la chaleur qui nous vient des rayonnements solaires et en absorbant cette chaleur, les océans vont se réchauffer et cette chaleur-là, du coup, si vous voulez, c'est du rayonnement solaire qui va être réémis sous forme, d'infrarouges, et du coup, ça va ces infrarouges vont être, retenus par les gaz à effet de serre, hein, d'accord? Donc, c'est 2 mécanismes complètement différents. OK. Merci beaucoup pour cette réponse. N'hésitez pas après, les uns les autres à dire, si, j'espère que ça répond à vos questions. En gros, c'était là, sur la slide, si vous la voyez, la partie, albédo là, si elle se réduit, là, le rayonnement solaire qui est renvoyé, bah, du coup, ça va augmenter, la partie qui est absorbée par la surface des océans, qui va être réémise sous forme d'infrarouges et ces infrarouges vont être bloqués par les effets de serre. Et à côté de ça, les océans absorbent le CO2, mais c'est autre chose. Très bien. Et ensuite, on avait une question de Cyril qui demandait, la pollution au plastique, notamment celle des océans, pourrait-elle amener à une nouvelle frontière planétaire en perturbant complètement les écosystèmes marins? Ouais, c'est un des candidats quand je prenais la diapositive tout à l'heure, la entité nouvelle, c'est un des candidats actuels. Donc il y a eu quelques publications là-dessus. Aujourd'hui, on a du mal à voir s'il y a, jusqu'à quel point la perturbation générée par le plastique a des effets systémiques, hein, sur les équilibres planétaires. Ça a des effets, spécifiques qui sont bien connus sur la biodiversité ou autres. Mais effectivement, il commence à y avoir une réflexion là-dessus, donc pour c'est un candidat potentiel à cette variable-là. Après, évidemment, ce que je dis là, ça montre bien que, c'est pas parce que, heu, c'est pas dans les 9 limites planétaires qu'une question donnée, un enjeu donné n'est pas hyper important, hein, et typiquement, ça, c'est un enjeu en tant que tel qui est super important, qui peut avoir des effets locaux, hyper perturbants, et donc il faut traiter, hein. Mais là, on est vraiment sur l'échelle systémique planétaire, hein, avec cette question des limites planétaires. D'accord. Et on avait une question assez spécifique de Julie qui mentionnait que vous avez parlé de l'azote et qui demandait qu'est-ce qu'il en est du phosphore et quel risque, est-ce qu'il représente? Mmh. Alors effectivement, j'ai développé un tout petit peu le cycle de l'azote. Le phosphore pose 2 problèmes. Alors en termes d'impact, il y a des impacts qui sont assez proches de l'azote. Le phosphore, même problématique, enfin, même avantage que l'azote, c'est un élément rare qui est indispensable, pour la croissance des plantes, qui est indispensable aux vivants, et qui est présent dans la biosphère en quantité limitée, avec des capacités de recyclage et cetera, mais c'est présent en quantité limitée. L'azote, il y a un autre problème du phosphore. Alors en termes d'impact, on a émis trop de phosphore. Pareil, il s'est diffusé dans la biosphère, dans les écosystèmes et il a des effets un peu similaires à l'azote, notamment sur l'eutrophisation. Hem Le problème supplémentaire du phosphore, c'est qu'il n'y a pas de gros stock de phosphore. Autant l'azote, je vous disais, on a un énorme stock d'azote, c'est l'atmosphère, même si cet azote atmosphérique n'est pas directement assimilable par les plantes, mais voilà, il y a beaucoup d'azote dans l'atmosphère. Le problème du phosphore, c'est qu'il est en plus présent en quantité très limitée. Les principaux stocks de phosphore, c'est dans la lithosphère, atmosphère, lithosphère, tout ça. La lithosphère, donc les roches, hein. Et les roches sont le principal stock de phosphore. Et donc, c'est par lente érosion des roches contenant du phosphore que le phosphore va progressivement se diffuser dans les écosystèmes, dans le vivant, capté par les plantes, et cetera. C'est un facteur limitant de croissance, donc c'est vraiment un élément très important, le phosphore. Ce qu'on a fait, pour augmenter la productivité, des plantes avec les engrais phosphorés, c'est qu'on est allé chercher dans les roches directement. On a fait de la on a fait en fait de l'extraction minière de phosphore, là où on a des roches, riches en phosphore. Le problème, c'est que non seulement le phosphore a des impacts, mais en plus, les quantités de phosphore,
sont relativement limitées. Donc il commence même à y avoir des inquiétudes sur la disponibilité de phosphore d'ici à quelques décennies, quoi. On va dire que jusqu'à fin de siècle, on peut continuer sur ce rythme, mais au-delà, il pourrait y avoir un problème de disponibilité même de phosphore. D'accord? Donc on a un vrai enjeu là à mieux maîtriser ce cycle du phosphore et à éviter de le disperser n'importe comment, comme on le fait aujourd'hui. OK, merci beaucoup. Avant de passer à la question écrite suivante, on a, Océane qui a levé la main, à qui on va donner la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour tous ces graphes intéressants, etc. Le souci de tous ces graphes à chaque fois, c'est qu'on voit des valeurs différentes, des indicateurs différents. C'est très bien de comparer les émissions CO2, mais par rapport à d'autres facteurs, ça change, etc. Donc, pour remettre un peu, pour dézoomer un peu, est-ce que vous pourriez nous donner, par exemple, les 5 actions les plus importantes, à plus fort impact qu'on pourrait mettre en place dès demain pour agir déjà individuellement de notre côté. Donc, j'ai bien compris oublier l'avion, mais par exemple, c'est difficile de faire le tri parce que les transports paraissaient élevés à un moment donné, donc l'avion en fait partie, mais on voit que l'agriculture l'est aussi. On voit l'alimentation, vous avez parlé du repas végétarien, est-ce qu'il vaut mieux faire du bio par rapport à l'impact sur l'agriculture, est-ce qu'il y a végétarien, voilà, on va dire les 5 actions, les 10 actions, les 3 actions, enfin ce que vous voyez, le plus fort impact qu'on pourrait faire dès demain, s'il vous plaît. Alors, ouais, bonne question, hein, je comprends tout à fait la question parce que c'est très légitime de se poser ce genre de questions. En fait, ça revient un petit peu à ce graphique-là. Alors le graphique, le graphe que je mets là, il est seulement sur le volet. Alors je vais plutôt venir au précédent parce qu'effectivement, sur la précédente, on voit que, voilà, déjà on essaye de déblayer un peu, on se rend compte qu'il y a la question des énergies fossiles, il y a la question de l'agriculture. Donc il faut se poser les questions déjà sur ces 2 leviers-là. Où est-ce qu'il y a des énergies fossiles dans ce que je consomme et où est-ce que, j'ai un impact important en termes d'agriculture, voilà, donc dans mon alimentation et cetera. Bon, heu, donc vous comprenez tout de suite les énergies fossiles avec l'empreinte carbone, ce qu'on voyait dans la slide suivante, qu'effectivement, transport, logement, il y a un gros truc à faire là, mais ça va beaucoup être ça va avoir un impact essentiellement sur la question climatique et puis, empreinte CO2 et donc acidification des océans. Transport, logement, ça va beaucoup être là-dessus. L'alimentation, elle va avoir un effet non négligeable, on le voit, sur l'empreinte carbone, hein, le climat, mais aussi très importante sur les autres variables. Donc c'est pour ça que je ne mettrais pas forcément l'alimentation, hiérarchiquement en troisième position ici, hein. Moi, j'aurais tendance à dire que là, on a quand même vraiment 3 gros morceaux et je ne dis pas pour autant qu'il faut autre biens et services. Là, il y a plein de trucs, dans lesquels aussi on pourrait discuter. Donc les gestes importants, effectivement, sur le volet alimentaire, ayez en tête que de toute façon, il y a une question de rendement énergétique et écologique derrière et évidemment, pour produire une calorie d'origine animale, il faut 2 à 12 calories d'origine végétale, donc forcément, je ne dis pas qu'il faut devenir complètement végétarien ou végane, mais il faut apprendre effectivement à, moins consommer, de produits issus des animaux. Je bannis pas complètement les produits issus des animaux. Alors après, il y a la question qui est une autre question, hein, la question de l'éthique vis-à-vis des animaux et cetera, sur laquelle je vais pas m'étendre. Mais je pense que l'agriculture, la polyculture a toute sa place dans un modèle agricole qui soit vraiment très équilibré. Donc ça voudra dire des animaux encore et de l'élevage encore. Mais de l'élevage soutenable, durable, ça veut dire beaucoup, beaucoup moins d'animaux et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de consommation de produits issus des animaux. Et ça ne veut pas que dire que la viande, ça veut aussi dire tout ce qui est œufs, laitage, etc. etc. Donc, il faut chercher à réduire cette partie-là. Après, bon, ça dépend où vous en êtes personnellement par rapport à la moyenne, hein, ça c'est là. Et puis après, bon, bah, sur le logement et transport, le logement, je ne vous dis pas il faut vous chauffer à 15°. Vous comprenez tout de suite que là, la question des surfaces habitées, donc et des surfaces chauffées, c'est une question importante. Et puis surtout, la question de l'isolation. Et là, on a vraiment pas seulement consommer moins, moins se chauffer, mais c'est vraiment un gros enjeu de transformation des logements, donc de transformation de l'économie pour que
d'ici 10, 15, 20 ans, on ait des logements qui soient beaucoup mieux isolés, qui consomment beaucoup moins d'énergie. Et sur les transports, bah, là, on a toute une révolution à mener pour être moins dépendant des transports, avoir moins besoin de mobilité et puis avoir aussi une mobilité qui soit décarbonée. Donc voilà, ça se joue. Je voudrais surtout pas renvoyer à l'idée que tout se joue dans le choix de consommation de l'individu. À titre individuel, vous pouvez faire des choses évidemment, mais il y a des choses qui vont devoir être changées collectivement aussi. Donc il faut que les 2 aillent ensemble pour qu'on arrive à avoir des effets suffisamment importants. Merci beaucoup. Je vois que Clara lève la main aussi. On va juste alterner avec une question écrite en espérant qu'on ait le temps de toutes les passer, mais je ne suis pas sûre avant la fin de notre webinaire. Il est déjà 8h04. Émeric demandait aussi quel est le lien entre les problèmes de l'azote, pour terminer là-dessus, et les procédés Haber-Bosch et les rejets des animaux dans les eaux, par exemple en Bretagne. Alors peut-être que là, il faut faire un effort aussi de vulgarisation, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est que la méthode Haber-Bosch. Alors la méthode Haber-Bosch, comme je l'évoquais ici, hein. Effectivement, c'est une méthode qui permet, enfin, en gros, c'est la fabrication d'engrais azotés, quoi. La fabrication d'engrais azotés, elle est utilisée d'abord pour les végétaux, hein. Donc c'est pour, produire plus, de végétaux qu'on va, utiliser, des engrais azotés. Mais derrière, les animaux consomment des végétaux et donc ils vont consommer l'azote qui est incorporé dans les végétaux et donc exactement comme je le disais tout à l'heure, évidemment pour produire une calorie animale, il faut plusieurs calories végétales. De la même manière, derrière un kilo par exemple de viande, vous avez davantage d'azote qui a été ingéré par l'animal et pour partie rejeté dans son cycle de vie. En fait, les animaux vont juste concentrer de l'azote et puis le rejeter. Alors quand je dis dans un kilo de viande, il ne faut pas que ça prête à confusion, hein. Dans un kilo de viande, il y a zéro, il y a zéro azote, mais par contre, les animaux, pour croître, ils vont avoir besoin d'une quantité d'azote importante qui est contenue dans les végétaux, etc. Donc évidemment, dans les élevages, vous avez une concentration plus importante d'azote. C'est le gros paradoxe au passage, hein, c'est qu'en France, quand je disais que tout à l'heure, la polyculture avait un rôle hyper important à jouer demain, polyculture notamment avec de l'élevage et, de, et du végétal, hein, un mélange des deux, ce qu'on a fait, c'est l'inverse au XXe siècle. On a spécialisé les zones de production. Aujourd'hui, autour de la région Île-de-France, par exemple, on a essentiellement des productions céréalières et comme il n'y a plus un seul animal, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise des engrais azotés, donc Haber-Bosch. Et là, on va produire de la production végétale avec des engrais minéraux. À l'autre bout, en Bretagne, on a spécialisé cette zone, cette région dans la production d'animaux. Les animaux, eux aussi, ils vont concentrer de l'azote parce qu'il faut bien qu'ils soient nourris en amont de végétaux. Et cet azote va se retrouver ensuite à se disperser dans les rivières, hein. Mais en fait, ce qu'il faudrait demain, c'est des systèmes de polyculture dans lesquels on ait un cycle de l'azote naturel entre animaux et végétaux, hein. De façon à ce qu'on n'ait pas d'un côté l'obligation de rajouter des engrais minéraux et puis de l'autre côté une surconcentration d'azote issu des déjections animales. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon explication. Je laisse Émeric vous répondre dans le chat si c'était suffisamment clair. Clara, normalement, tu peux te démuter et poser ta question. Oui, tout à fait, merci. En fait, c'est une question un peu générale sur la notion de frontière, parce que, et on en parlait avec Madeleine là dans le chat, en fait, tout a l'air d'être déjà au rouge. On a l'air d'avoir explosé à peu près toutes les variables de contrôle. Donc du coup, ma question est double. Comment, enfin, est-ce que vous pourriez donner des exemples de conséquences un peu visibles pour aussi faire un effort de sensibilisation auprès des personnes qui disent bah, tu dis que toutes les variables de contrôle sont au rouge, mais ça va, le monde n'est pas fini. Là, on est encore en train de vivre, donc comment ça se fait? Et puis, l'autre partie de la question, c'est qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les hypothèses de ce qui va se passer quand on aura franchi le fameux point de bascule dont vous parliez dans la partie, dans la partie précédente de la présentation. En, ouais, en fait, l'une des difficultés, effectivement, c'est que
on peut avoir franchi les seuils, ils sont discutés scientifiquement, hein, donc de toute façon, il y a toujours ils sont toujours en débat, hein. En gros, l'idée, des scientifiques, c'était de dire: «On détermine à travers ces frontières», donc je rappelle que les frontières, c'est le vert là, hein. Donc tant qu'on est en dessous, pas de problème, on sait que les équilibres, écologiques sont maintenus. Quand on dépasse, bon, ça peut commencer à poser problème et puis il y a des irréversibilités. Par exemple, là, sur ce qui est mesuré sur la biodiversité, sur la diversité génétique, on sait qu'on a une disparition irréversible de certaines espèces, hein. Bon, cette irréversibilité, c'est pas pour autant qu'effectivement, tout est foutu. Simplement, voilà, on ne fera pas réapparaître les espèces qui ont disparu. Par contre, ce que je disais tout à l'heure sur il y a des variables un peu différentes, hein. Sur l'intégrité de la biosphère, là, ce qu'on mesure, c'est les questions de résilience. On sait que quand on franchit ce seuil, eh ben, on a un vivant qui, du coup, est moins résilient, est moins apte à faire face à des changements. Et puis, il y a des enjeux qui, eux, sont, et peut-être que ce serait intéressant d'ailleurs dans la représentation graphique, de montrer qu'il y a des enjeux qui, eux, ont des effets systémiques. Typiquement, le changement climatique, c'est un de ces enjeux qui a des effets systémiques. Si on franchit un certain stade et qu'on sort en gros du régime climatique de l'Holocène, ça a des impacts sur toutes les autres variables, hein. Et là, et véritablement, il y a des effets en cascade qui peuvent aller très vite et qui peuvent avoir des effets beaucoup irréversibles et catastrophiques. Sur les autres variables, pour l'instant, même si c'est dans le rouge, effectivement, l'équilibre global du système est pas pour autant, complètement, mis en cause, quoi. Il y a encore des possibilités de résoudre ces problèmes-là, quoi. Mais sur le changement climatique, typiquement, c'est plus compliqué, quoi. Et du coup, sur les hypothèses de ce qui va se passer si on franchit le point de bascule? Bah, là, on rentre un petit peu là, c'est un peu la science-fiction, quoi, hein. Vous avez un peu, à un moment donné, sur le climat, on a même du mal à le modéliser à ma connaissance, hein. Je ne suis pas un spécialiste des modélisations climatiques, mais hem, aujourd'hui, on a du mal à modéliser ce qui se passe si on sort du régime de l'Holocène. Il y a une publication, je l'ai pas citée ici, mais publication intéressante qui est sortie il y a quoi? Il y a 2 ou 3 ans, qui montre qu'en fait, en sortant de ce régime climatique, hem, on aurait un climat qui fonctionnerait tellement différemment que en fait, ouais, tout fonctionnerait différemment. Même l'adaptation, par exemple, de la biodiversité, aurait du mal à se faire sur une période d'un changement si court, quoi. Donc là, on a vraiment des effets en cascade qui sont, enfin, à ma connaissance en tout cas, qui sont pas modélisés très clairement, quoi. Merci beaucoup. Merci Clara. Et puis en plus, je pense que ça répond peut-être en partie aussi à la question de Madeleine. Madeleine, je vous laisse réagir si ça correspond aussi à ce que vous attendiez comme question. Et moi, je passe à la suite. Alors, petite annonce, on va rester en ligne jusqu'à 20h20. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de traiter de toutes les questions. Pardon, de traiter toutes les questions. Si on peut, on vous répondra demain aussi par email en prenant le temps de vous documenter tout ça. Donc, une autre question pour vous, Aurélien, c'est Chloé qui posait la question, est-ce que l'artificialisation des forêts ou leur uniformisation avec des essences limitées a un impact sur le changement climatique ou sur d'autres limites planétaires, outre l'érosion de la biodiversité? Bonne question. J'imagine, mais je ne sais pas s'il y a des publications très claires sur le sujet. Là, je ne connais pas suffisamment le sujet pour pouvoir répondre. C'est à peu près sûr que ça a des impacts, au moins sur le cycle de l'eau douce, en tout cas sur la biodiversité, ça c'est évident, quoi. Ok, Mais j'en sais pas beaucoup plus, donc d'accord. Ensuite,
c'était Claire qui demandait, alors c'est un peu piège cette question, comment est-ce que vous expliquez le très faible relais des médias sur ces objectifs et comment est-ce qu'on peut remédier à la quasi-absence de ces questions dans le débat public? Je ne sais pas si c'est vous qui avez la réponse à ça. Non, j'ai pas la réponse, mais je pense quand même que les choses sont un peu en train de bouger, notamment sur les questions climatiques. Alors, il y a eu, il faut être clair, il y a quand même eu un élan suite à la publication du rapport du GIEC en 2018, avec les marches pour le climat et tout ce qui s'en est suivi. Malheureusement, c'est vrai que le Covid a mis un peu un holà à cette dynamique. C'est d'autant plus dommage que voilà, il y a des nouveaux mouvements citoyens qui sont nés, il y a une mobilisation qui est apparue. Moi, je pense que la mobilisation, elle va maintenant, elle va être incontournable, quoi. Et ça va être un élément de façon hyper important, hein, pour que nos décideurs se décident enfin à être à la hauteur des enjeux. Donc il va falloir une mobilisation plus forte et c'est vrai que la question du relais médiatique, elle va être hyper importante. Après, il faut bien avoir en tête que le financement même des médias est problématique sur ces questions-là. On n'a pas forcément envie de parler de changement climatique et de choses un petit peu pessimistes si la fonction même du média, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à ses auditeurs et ses lecteurs, quoi. Donc, ouais, il y a une vraie question aussi sur les modèles de financement des médias. Mais bon, quand même, je trouve qu'il y a de plus en plus, la question est de plus en plus présente, hein. Madeleine voulait aussi réagir à l'audio et puis j'en profite pour dire que je dois arrêter de prendre les questions parce qu'on en a plus que ce qu'on peut traiter. Je suis vraiment désolée. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, oui, merci. Oui, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup, en tout cas moi qui suis les aspects climat, des aspects prévention, hein, sur l'alimentation, l'avion, etc. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que, enfin, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a une inertie minimum de 20 ans, peut-être 25 ou 30, j'en sais rien, de ce qui a déjà été fait. Et ce que j'arrive pas à voir très clairement, c'est l'adaptation. C'est-à-dire au rythme actuel, hein, enfin, puisqu'on peut se dire que dans 10 ans, on va subir le CO2 qui a déjà été émis il y a 10 ans, eh bien, quels sont les prochains mini-effondrements, je ne sais pas comment dire ça, qu'on va avoir d'ici 10 ou 20 ans et auxquels il faut s'adapter déjà. C'est-à-dire qu'on a... quelles sont les adaptations qu'il va falloir faire d'ici les 20 ans, quoi. Après, la prévention, je comprends, et ça sera pour après 20 ans, etc. Bah, en fait, je n'ai pas vraiment de réponse, hein. Moi, je pense que la question de l'adaptation, aujourd'hui, elle est beaucoup travaillée sur la question du changement climatique, partant du principe que de toute façon, le réchauffement, il est là. Et puis, effectivement, le temps de résidence du CO2 dans l'atmosphère, c'est quelques dizaines d'années, à un siècle. Le méthane, c'est un peu moins, mais avec un pRG plus important. Enfin bon, voilà. Donc on sait que de toute façon, voilà, les températures elles vont encore augmenter, 1,5, 2 degrés, peut-être plus. Donc cette question de l'adaptation, elle est de plus en plus travaillée dans les politiques publiques, mais sur la question du changement climatique, c'est vrai, pas tellement pour l'instant sur les autres enjeux. Et quand je dis qu'elle est travaillée, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est efficace, hein, mais commence quand même à y avoir une vraie prise en compte de cette question du changement climatique, notamment dans le domaine agricole, parce que les agriculteurs ont bien compris que les choses allaient changer pour eux, quoi. Mais par exemple, au niveau de la biodiversité, est-ce qu'il y a en fait des logiques de repeuplement ou des logiques de choses qu'on doit faire pour empêcher un effondrement? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vu que les chaleurs, c'est-à-dire voir ce que les chaleurs, enfin ce que les augmentations de température sur des, parce que 0,5 degrés, c'est pas grand-chose, mais c'est le problème, c'est qu'on va avoir des périodes caniculaires de plus en plus longues et qui peuvent faire mourir des arbres, des plantes,
choses comme ça. Et donc, est-ce que, enfin, tu vois ce que je veux dire, indépendamment purement, c'est-à-dire, on parlait du climat systémique, c'est-à-dire sur les autres fourchettes, est-ce qu'il y a des choses qui, toi, tu verrais dans les 5 premières choses à faire pour s'adapter juste à ce qui est inexorable dans les 10-20 ans? Non, mais ce qu'il faut chercher, c'est effectivement des solutions précisément qui ont une dimension un peu systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que là où il y a des liens, des corrélations fortes, par exemple, entre variables, on parlait de la biosphère, le changement climatique, le changement d'affectation des sols. Bon, ben, on sait très bien, par exemple, qu'il y a un énorme enjeu de reforestation pour ces 3 questions-là, quoi. Il va falloir restocker du carbone, il va falloir avoir des espaces de préservation de la biodiversité, etc. etc. Donc, il va falloir aujourd'hui qu'on travaille sur ces questions-là, quoi. Mettre en place des solutions qui ont des effets systémiques, quoi. Mais alors ça existe sans doute, hein, il y a sans doute des réflexions sur le sujet, mais ouais, je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin, quoi. Merci beaucoup. Merci. Alors, il est 8h19. Je ne sais pas si je fais une dernière question ou si on en profite pour faire un petit tour de conclusion. C'est à vous de me dire. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Et puis, il reste beaucoup de questions. Donc, pour pas trop générer de déception, on essaiera d'y répondre dans le mail de synthèse qu'on vous transmettra. Je vais tous vous autoriser quand même. On vous fait un mail demain. On essaiera. Il manquait 3 questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On essaiera de vous apporter une réponse autant que possible d'ici demain. En tout cas, un grand merci à tous. C'était très riche, c'était passionnant. Merci Aurélien Bouteau pour votre présentation. Et merci à tous pour vos questions qui ont été vraiment pertinentes. Le temps nous a manqué un peu pour répondre à tout, mais voilà, comme vous disiez, on essaiera quand même d'apporter des éléments de réponse. Et puis voilà, si vous avez aimé cet événement, il y en aura d'autres sur différents thèmes, donc n'hésitez pas à nous suivre. Puis en attendant, je vous souhaite à tous une belle soirée, bon courage dans cette période compliquée. J'espère qu'on ne vous a pas trop miné le moral. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Aurélien pour l'intervention et merci à État Sauvage pour la conférence, c'est super. Merci. Ouais, super. Merci beaucoup. Ciao, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était très complet. On Super. a envie d'une version 2 maintenant. On a envie de la suite. Merci infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vais